Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on fait le débrief de la 5e étape de la Vuelta Femmes 2023. Alors, je rappelle, c'est le dernier débrief étape par étape. On fera un débrief du dernier week-end. On regroupera les deux dernières étapes du fait qu'il y a le Giro qui commence demain. Présentation de la première étape à 21h. À 21h, pardon, à 7h du matin demain. On va revenir un petit peu sur cette 5e étape de la Vuelta Femmes. C'était la première arrivée au sommet de cette édition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, F1, MotoGP. Voilà, il y a pas mal de choses à voir sur la chaîne. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également, et si vous avez les moyens, faire un super thanks, ça permet de soutenir la chaîne et je remercie les gens qui le font. Et puis, allez voir EPS 2.0, écoutez EPS 2.0 sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes de podcast. Et TikTok également, où sur le Giro, il va y avoir du contenu. Vuelta Femmes, l'étape numéro 4, et bien donc c'était la première grosse étape de montagne de cette édition, avec deux difficultés au programme, notamment cette arrivée au sommet, 4 km 5, voilà, avec des pourcentages à certains, sur les 3 derniers kilomètres, il y avait des gros pourcentages, et c'est une étape qui a fait des dégâts déjà avec la tentative des FDJ de dynamiter la course à soit plus de 70 km de l'arrivée, parce que le peloton s'est retrouvé complètement fracassé par la FDJ, avec un énorme travail de Marta Cavalli qui a permis de projeter à l'avant Evita Music, la leader désormais de la FDJ Suez. Et ça a fait vraiment déchiqueter le peloton. Elles étaient 30, 25, 30 devant à se relayer. Et puis ensuite, dans le final, la fille qui domine le début de saison, Demi Vollering, a été impressionnante. Elle a vraiment décroché tout le monde de sa roue et ça a fait vraiment des gros dégâts sur cette étape, parce qu'il n'y a plus grand monde déjà qui est en dessous de la minute. Il faut voir Marlène Reusser qui est à 1 minute. Mais par exemple, une Juliette Labousse est déjà à 51 secondes et elles ne sont plus que 5 vraiment dans le temps de la leader. Donc vraiment, ça a été une vraie course difficile pour toutes ces jeunes femmes. Voilà, ça a fait vraiment des gros dégâts sur cette journée. Numéro 5, eh bien, je crois que nous avons fait le tour. Maintenant, on connaît un peu plus la hiérarchie au niveau de la course. Et ça veut dire qu'on va regarder tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureuses au top, je commence avec Demi Vollering. C'était pas forcément très spectaculaire, oui, mais c'était assez impressionnant. Elle a refait à peu près la même chose que sur la Flèche Wallonne, c'est-à-dire que tactiquement, c'est pas l'idée du siècle, mais quand t'es au-dessus du lot, t'es au-dessus du lot, et là, elle a fait les 2 derniers kilomètres, elle était seule devant, voilà. Et tout le monde s'accrochait derrière, et ça m'a rappelé un peu Chris Froome, ça m'a rappelé Pogacar, c'est-à-dire accélérer sans lever à un seul moment les fesses de la selle. C'est-à-dire c'est vraiment accélération progressive, et on le voyait, elle était en train d'asphyxier ses adversaires, comme ce que faisait la Sky, mais surtout Chris Froome avec ses adversaires, c'est-à-dire qu'on pédale sur son rythme, sauf que derrière les autres concurrentes, elles sont pas capables de tenir ce rythme-là, donc elles se mettent un peu dans le rouge, et puis tu peux tenir, allez, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, mais au bout d'un moment, t'exploses. Quand vous voyez comment Music a explosé, Realini, même Van Vleuten sur la fin, les filles, c'est pas qu'elles lâchent, elles explosent. Van Vleuten, elle doit exploser à 250 mètres de l'arrivée, elle prend quand même 3 secondes au final en termes d'écart. Et vraiment, c'est explosé. Et on parle de Van Vleuten, c'est-à-dire que la fille qui a dominé le calendrier des grands tours l'année dernière. Non, impressionnante Vollering. On voit pas trop comment Van Vleuten va pouvoir aller la chercher. Ça veut dire qu'il faut que Vollering craque sur des montées un peu plus longues. Mais pour le moment, Vollering, elle a quand même été impressionnante et
Et elle a fait vraiment le ménage, quoi, au niveau du général. Encore une fois, il y en a plus que 5 qui sont à moins d'une minute, et Juliette Labousse est à 51 secondes. Je dirais qu'il y en a 3 encore qui peuvent peut-être aller chercher le général, 3 ou 4. Mais bon, même Réjeanne Marcus, on la voit pas faire forcément un très gros score. Alors, vous avez Elise Chavet. Bon, Juliette Labousse, on a vu un petit peu peut-être les limites du moment pour la française dans la montée finale, hein, parce qu'elle craque, on va dire qu'elle est dans le top 10 des meilleures grimpeuses, mais elle est entre 8 et 10. Elle est à ce niveau-là. Juliette Labousse, ce qui est déjà pas mal, parce que vu qu'il y a quand même pas mal de filles qui ont perdu du temps sur les coups de bordure, elle s'accroche bien. Alors après, c'était peut-être le type de montée également, le type de montée assez courte. Elle aime les montées longues, hein, je le dis toujours avec Juliette Labousse, mais plus c'est long, plus elle apprécie. Du côté des montées, et on précise bien aussi du côté du cyclisme, parce qu'il y en a des qui m'ont fait la réflexion dans les commentaires la dernière fois que j'ai dit ça, mais c'est vrai que Juliette Labousse, elle n'a pas forcément énormément d'explosivité, contrairement par exemple à une Evita Music. Donc sur les montées comme ça de 4-5 km, c'est pas forcément là où elle est la meilleure, mais sur des montées de 10 km, ça va un peu plus le faire. Et puis encore une fois, on est en avril, peut-être elle va être performante sur le Tour de France. Fin juillet, le Tour de France, c'est encore dans 2 mois et demi, hein, donc voilà, c'est pas forcément un objectif, peut-être cette Vuelta féminine, c'est peut-être pas l'objectif numéro 1 de la saison de Juliette Labousse sur cette Vuelta féminine, avec ses montées plutôt explosives. Mais du côté de Demi Vollering, oui, c'était assez impressionnant, c'est-à-dire le rythme qu'elle a réussi à mettre, elle a vraiment fait dynamiter le groupe. Vraiment, elle a fait extrêmement mal au groupe de tête d'Emi Vollering. Voilà, elle les a explosés en tout petits morceaux, et derrière, il n'y avait plus possibilité de faire grand chose. On me poursuit après Demi Vollering avec Evita Music, la française. Bah oui, parce que Evita Music, c'est quand même une belle saison pour l'instant qu'elle réalise. Alors oui, dommage, elle a perdu du temps avec le coup de bordure, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y avait que Clara Copponi et Gladys Verholst dans leur groupe de tête, mais elle fait quand même un beau début de saison, 5e de la Flèche Wallonne, 13e du Grand Prix de Chambéry, 11e de la Flèche Brabançonne également, 6e du contre-la-montre par équipe, 4e de cette étape. Il lui en manque encore un petit peu, mais elle a 23 ans. Elle a 23 ans, et elle aussi, elle a des qualités d'explosivité meilleures que Juliette Labousse. Mais je pense que sur un Tour de France, elle s'en sortira peut-être un peu mieux, Evita Music, avec des montées un peu plus longues comme on aura sur le Tour de France. Mais on sait qu'elle a quand même des qualités d'explosivité, parce que l'année dernière sur le Tour de Suisse, l'étape de Chour, elle avait été assez impressionnante dans le final. Deuxième du Tour de Burgos derrière Juliette Labousse l'année dernière, troisième de la Mont Ventoux Dénivelé Challenge, vainqueur de l'Alpe Grésivaudan classique, 9e du Grand Prix féminin de Chambéry. Bon, voilà, ça fait partie des pépites du cyclisme féminin français de cette génération qui a moins de 25 ans, avec les Copponi qui ont 24 ans, avec Juliette Labousse qui doit avoir 24 ou 25 ans. Voilà, c'est toute cette génération de jeunes filles. Les sœurs, on va dire, de Pauline Ferrand-Prévot. Voilà, hein, Pauline Ferrand-Prévot, quand elle a commencé en 2013, ça a instauré quand même une génération de jeunes filles qui, derrière, ont décidé de se mettre au cyclisme. Hein. En 2013, Evita Music, elle avait 14 ans. Donc forcément, ça l'a motivée, et c'est quand on a des résultats, voilà, dans ces catégories-là, que ça donne de la motivation, pour les jeunes femmes. Et je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Mais c'est vrai qu'une Evita Music, par exemple, Pauline Ferrand-Prévot, ça a dû être une inspiration, forcément, plus que Jeannie Longo, je pense. Plus aussi peut-être que Marion Rousse également. Evita Music, oui, elle a été très intéressante aujourd'hui, mais bon, c'est une fille qui progresse d'année en année. C'est une fille vraiment qui fait du très bon travail depuis quelques temps. Donc voilà, la FDJ lui avait fait signer un contrat extrêmement jeune. C'est dès 2018, hein, à 19 ans. Alors les premières années ont peut-être pas forcément été
si incroyable que ça, mais c'est quand même une fille qui a remporté le titre de championne de France très jeune. Aussi, qui a fini meilleure jeune du Tour cycliste féminin international de l'Ardèche en 2019. Et c'est une fille voilà, qui a des bons résultats depuis des années. Donc c'est vraiment une fille qui sait faire maintenant. Voilà, elle enchaîne des très bons résultats. Deuxième du classement des jeunes du Giro d'Italia en 2020 en ayant remporté l'étape du Monte Corvino. Et elle a peut-être eu un petit peu du mal à confirmer. Elle a eu aussi des soucis de genoux pendant certains temps aussi. 2022, à l'intersaison, elle avait dû se faire opérer. Et c'est vrai qu'elle est vraiment performante. Elle a pu faire une belle intersaison. L'année dernière, elle a fait une grande saison parce qu'elle fait quand même 49 jours de course chez les filles. C'est pas anodin. Elle a participé également au championnat du monde élite. Donc voilà, c'est une fille qui progresse et qui prend vraiment de bons repères, je pense, pour l'avenir. Et puis je termine avec une autre jeune femme également qui prend la 3e place aujourd'hui, qui est un petit peu loin en général. Elle est 11e à 1,34. C'est Ricarda Bauernfeind. L'allemande, 1m66, 53 kg, 23 ans, elle est née le 1er avril 2000, elle vient de les avoir, on les a vus il n'y a pas si longtemps que ça. Et là aussi, belle performance, parce que c'est vrai que dans cette formation Canyon SRAM, je m'attendais plutôt à Nevia Doma, je m'attendais à d'autres filles comme pourquoi pas Chloé Digger, pourquoi pas Elise Chabet aussi sur cette étape-là. Alors Elise Chabet prend quand même la 6e place aujourd'hui, mais c'est vrai que cette jeune Allemande a fait vraiment un très bon résultat. Elle était pendant très longtemps dans la roue. Bon voilà, elle explose, elle également un petit peu comme Evita Music, mais elle explose à 400 mètres de l'arrivée. Mais elle a fait un bel effort aujourd'hui. Et donc j'ai regardé un petit peu son palmarès parce que je la connaissais pas énormément. Eh bien c'est une fille qui est sur le Tour féminin international des Pyrénées après la 3e place. 2e au niveau du col du Soulor. Ça montre quand même un petit peu les qualités en montagne de cette jeune femme. Championne d'Allemagne U23 du contre-la-montre et de la course sur route. 2e vice-championne d'Allemagne sur la course en ligne. Vainqueur du contre-la-montre en relais mixte. 5e au niveau du contre-la-montre individuel au championnat d'Europe. Vainqueur de la Vizgard 4 Ladies Race Slovakia, 5e du Tour international du Thuringe et 3e du Tour d'Andalousie, c'était les dernières, 4e du Grand Prix féminin de Chambéry au mois d'avril où il y avait vraiment du beau monde. Donc c'est une fille voilà, qui a déjà eu des beaux résultats dans son palmarès, qui est encore extrêmement jeune, qui est professionnelle depuis 2022. Et qui avait fini à 3e des championnats d'Allemagne junior également en 2018 derrière Anna Ludwig et Katharina Eschler qui sont des filles. Anna Ludwig elle est chez Uno X désormais, pas encore de victoire à son palmarès. Et Katharina Eschler elle est dans une équipe de 2e division. Elle aussi, pas encore de grands résultats à son palmarès pour ces jeunes filles allemandes. Mais oui, c'est un bon résultat qu'elle a fait aujourd'hui. Et là encore, elle a été recrutée l'année dernière pour 3 ans de contrat, sans forcément avoir des résultats chez les élites. Mais ça veut dire qu'on lui fait confiance chez Canyon SRAM. Et là, c'est un bon résultat. Ça peut vraiment peut-être lui donner beaucoup d'intérêt à l'avenir, et puis ça peut vraiment la faire monter dans la hiérarchie du côté de cette formation Canyon SRAM. Donc vraiment un très très bon résultat pour Ricarda Bauernfeind, un nom peut-être à retenir. On passe tout de suite au bonnet d'âne.
Du côté des bonnets d'âne, eh bien, je commence avec une autre allemande, Lan Lippert, du côté de la Movistar. Je m'attendais à un peu mieux de Lan Lippert. Elle a en fait été lâchée dès la première accélération de la FDJ Suez. Hein. Elle n'a vraiment pas réussi à tenir les roues à ce moment-là, alors qu'on s'attendait un peu mieux de Lan Lippert. Que Marianne Vos lâche, bon, c'était pas une surprise, mais Lan Lippert, on parle quand même d'une fille qui l'année dernière faisait des gros résultats sur les classiques ardennaises. C'est compliqué cette année de Lan Lippert, on sent que le passage de DSM à Movistar n'a pas encore été digéré et elle a du mal vraiment à faire des bons résultats parce que là Lan Lippert elle finit quand même assez loin. Hop là, si je mets mon petit filtre Movistar, elle finit 25e à 2 minutes 03, mais elle perd quasiment 1 minute en étant lâchée d'entrée dans la journée et ça a manqué à Van Vleuten dans le final. Parce que elle aurait bien aimé avoir Lan Lippert pour l'aider Van Vleuten, sauf que Lan Lippert elle avait complètement craqué. Et c'est vrai que quand on regarde les résultats cette saison de Lan Lippert, bon il y a deuxième de la Flèche Wallonne où là elle fait un sacré numéro en tenant bien la roue de Demi Vollering, c'est la seule qui arrive à revenir même un petit peu sur Demi Vollering. Mais des fois il y a eu des coups de moins bien, il y a des très bons résultats. 7e d'Estrade Bianche par exemple, 3e de la Flèche Brabanson, 8e de Liège-Bastogne-Liège, c'est déjà un peu en dessous de ce à quoi on pouvait s'attendre. Et puis il y a des résultats où on est un peu déçu. Par exemple, 30e de l'Amstel, pas de l'Amstel du Tour des Flandres. Je pense que c'est une fille qui a les qualités pour faire mieux. 9e seulement de l'UAE Tour, c'est pas fantastique non plus. Et là, sur cette Vuelta Femina, ça a été compliqué. Elle n'arrive pas encore à être régulière et pourtant, du côté de la Movistar, c'est un peu la relève. Hein. C'est celle qui doit prendre la place de Van Vleuten. C'est la fille qu'on attend remplacer Van Vleuten, puisque on sait qu'à la fin de l'année, Van Vleuten va s'arrêter. Et l'objectif, c'est que ce soit Lan Lippert qui prenne la relève. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué en haute montagne pour Lan Lippert. Donc, petite déception, voilà, pour la concurrente allemande, puisque je m'attendais à un petit peu mieux d'elle. Surtout, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit lâchée aussitôt. Neviadoma, un peu pareil, lâchée extrêmement tôt aujourd'hui, Neviadoma. Pour moi, un petit peu de manière surprenante aussi. Alors, elle est toujours dans le top 10 du général, mais aujourd'hui, elle prend quand même un petit peu un éclat, la polonaise, parce qu'elle finit seulement 19e à 1 minute 30, alors qu'elle était bien au classement général. Elle finit avec Fischer Black, qui est tombé, Fischer Black, dans le groupe de 30 et qui a dû faire un gros effort pour revenir, avec Ardegest, qui a fait également du travail pour aider Evita Music, avec Veronica Evers, de la EF, assez surpris par cette contre-performance de Neviadoma qui en ce début de saison a eu quelques résultats, mais c'est vrai que les classiques ardennaises, elle fait que 11e de Liège et de la Flèche Wallonne, donc c'est un petit peu en deçà de ses attentes. 4e de l'Amstel, 4e du Tour des Flandres, 6e d'Estrade Bianche. Mais là, ouais, c'est une étape où elle passe à côté, alors que normalement, ça correspond à ses qualités. Je m'attendais au moins à ce qu'elle soit au niveau des Vita Music. Je sais qu'elle a un gros problème, Neviadoma, c'est qu'elle n'a pas de vitesse de sprint. Bon, parce que c'est pas un si grand gabarit que ça, 49 kg pour un 65, et qu'elle a un peu du mal au niveau du sprint. Elle a vraiment pas de pointe de vitesse, Neviadoma. Mais je m'attendais à ce qu'elle soit aux avant-postes. Et elle n'a pas réussi vraiment à faire un grand résultat aujourd'hui. C'est dommage, parce qu'on sait que c'est une fille qui a un grand talent. Elle est là depuis très longtemps du côté de la Canyon. Elle a commencé à la Rabobank. Quand à l'époque tu étais recruté à la Rabobank en 2014, donc à 20 ans, c'est qu'on connaissait tes qualités, parce qu'à la Rabobank en 2014, regardez un petit peu l'effectif quand même. Donc il y avait Pauline Ferrand-Prévot, Lucinda Brandt, il y avait Neviadoma, il y avait Van der Breggen, Van Vleuten, Marianne Vos. Autant te dire que voilà, et elles étaient que 13 dans l'effectif. Mais à l'époque de la Rabobank, à ces époques-là, c'était vraiment une équipe où c'était vraiment du costaud, quoi. Tu avais vraiment le top du top qui était présent. Et voilà, c'était vraiment les meilleurs du monde qui étaient présentes dans cet effectif. C'est-à-dire tu ne pouvais pas être numéro 2, numéro 3. Non, tu devais être le top du top pour avoir une place du côté de la Rabobank.
Bon, voilà, bah là, elle est passée un petit peu à côté aujourd'hui, Nevia Doma, donc un petit peu déçu. Et puis, Mavi Garcia également, je m'attendais un peu mieux de Mavi Garcia. Elle finit à 10e de l'étape à 50 secondes. Là encore, elle n'est pas larguée au général, elle est 9e, elle est juste derrière Nevia Doma. Et bon, jusqu'à montrer Nevia Doma, je pense qu'elle est capable de lui passer devant. Mais je suis un peu déçu parce que hier, je trouvais qu'elle avait vraiment des bonnes jambes, et là. Ouais, elle finit seulement 9e de l'étape, donc petite déception pour moi. Voilà, je me suis trompé. Je trouvais que vraiment ça tournait bien les jambes, mais là aujourd'hui, elle a un peu craqué Mavi Garcia. Alors, on verra si dimanche elle arrive à faire un meilleur résultat que cette 9e place. On regarde tout de suite les étapes du week-end. On va faire la présentation des 2 dernières étapes parce que samedi soir, préférence vers le Giro. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire le débrief de ces 2 dernières étapes lundi ou mardi, parce qu'il y a aussi la Formule 1, donc ça va être assez chargé pour moi, notamment la journée de lundi. On va commencer par cette étape numéro 6, l'étape donc de demain, qui se déroulera entre Castro, Urdiales et Laredo, une étape qui est en majorité plate. Certains passages sont le long de la mer aussi sur cette étape, notamment la fin de journée. Étape très courte, 106 km avec 2 difficultés de deuxième catégorie au programme. La dernière est à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, 23 précisément. Est-ce que ça sera suffisant pour pouvoir s'échapper ou est-ce qu'on n'attendra pas le lendemain, qui est une étape qui est très difficile, l'étape de dimanche. Ça pourrait peut-être convenir à des échappés. Début de journée sur les 18 premiers kilomètres, vous pouvez voir, on aura 2 petits passages de 2 km à 6% et 5,3% avant de faire un premier passage à Laredo. Puis on passe à Castillo Siete Villas Cantabria et la première montée du jour qui est la montée de l'Alto de la Fuente de Las Varas. Vous voyez, les 3 premiers kilomètres, on est au-delà de 6%, avec notamment un passage à 6,9% entre le premier et le deuxième kilomètre, et puis ensuite ça devient un peu plus facile, notamment avec un passage à 3,6% entre le kilomètre 4 et le kilomètre 5, et un dernier kilomètre et demi à 4,4%. Première difficulté du jour, donc qui elle sera à mi-étape, un peu après la mi-étape, un sprint intermédiaire à San Miguel de Arras, et puis ensuite la montée du Puerto de Campo El Ayal, 7 km 6 à 4,8%, côte de deuxième catégorie, mais c'est surtout la deuxième partie qui est intéressante. Donc 2 premiers kilomètres, on voit au pied 8,3% puis 6,2%, une petite descente. Et puis ensuite, on a notamment un passage à 7,7% entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7. Donc c'est une montée peut-être un peu plus compliquée, on pourrait dire, que la première. Et ensuite la descente vers Laredo en passant qu'à Colindres. Moi, je pense que c'est l'étape typique pour une échappée. On a des concurrentes qui sont déjà assez loin en général. On pourrait penser à Persico ou à d'autres. C'est le type d'étape où on peut prendre l'échappée, on peut tenter de sortir. Si on n'est pas très dangereuse au classement général, ça peut peut-être fonctionner. Surtout que le lendemain, étape 7, on aura les Lagos de Covadonga, 93 km 600 de course en partant de Pola de Siero vers Lagos de Covadonga, 1079 mètres d'altitude, côte hors catégorie. Début de journée là encore assez calme avant de rejoindre à la mi-étape la première difficulté du jour qui sera le Collado Moandi, 12 km 3 à 4,7% de moyenne, mais surtout 6 km 3 à 6,8. Alors là c'est classé deuxième catégorie alors que la côte sur l'étape du jour était à peu près similaire, c'était cassé première catégorie. Voilà, petit souci d'organisation là-dessus. Collado Moandi, donc comme vous le voyez, les 6 premiers kilomètres c'est assez plat, pas très compliqué, c'est plus du faux plat montant, et puis ensuite à partir du kilomètre 6, là ça se corse avec notamment un passage à 7,8% entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8, et puis le dernier kilomètre et demi est à 7,7% de moyenne, donc vous voyez, c'est vraiment sur les 3-4 derniers kilomètres où ça peut faire mal, le Collado Moandi. Ensuite, on a de nouveau une phase de transition avec notamment le sprint intermédiaire qui sera Cangues de Nice. Et enfin, le Lagos de Covadonga, 12 km 3 à 6,8 de moyenne. C'est très compliqué sur la première partie de montée, c'est un peu plus simple ensuite. Le Lagos de Covadonga, donc vous voyez des passages à 12,3%, notamment entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7, mais j'ai envie de dire qu'entre le kilomètre 1 quasiment et le kilomètre 8,
il y a un seul kilomètre où on va être en dessous de 8%, hein. C'est 12,9, 9,4, voilà, on a des pourcentages assez gros. Et à partir du kilomètre 8, la montée devient un peu plus facile avec un dernier kilomètre qui est plutôt en descente. Même si les 250-300 derniers mètres sont de nouveau en montée, mais on est sur du 5-6%, c'est vraiment sur ces 8 premiers kilomètres où on pourra faire la différence, où on pourra peut-être inverser la situation, mais Demi Vollering semble quand même extrêmement forte sur cette Vuelta et semble bien embarquée. On verra ça quand même. Donc lundi, mardi, hein, pour l'instant je ne sais pas trop, je vous dirai ça peut-être dans l'onglet communauté sur YouTube. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis je rappelle, demain 7h, présentation de la première étape du Giro, présentation également du Grand Prix de Miami sur la chaîne qui doit être déjà en ligne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.